Bonjour à tous et à toutes et bienvenue ici pour cette émission du FF Outre-mer, une édition spéciale cette année puisque dans le contexte que nous connaissons tous, effectivement la jeunesse des territoires d'Outre-mer veut aussi maintenant montrer toutes les actions réalisées. En vrai famille, en vrai amis, qui partit en bala pour yo travail pour faire étude. Yo jamais la mais l'anniversaire est fait en famille, du coup yo pas jamais là. C'est peut-être moi qui n'y a problème entre moi et la là. Et aujourd'hui justement, en démarrant cette émission avec l'association AGEG, avec la présence aujourd'hui d'Edwin Lopen, tu es de l'association AGEG. Quelle est ta responsabilité exactement? Et pour ceux qui ne connaissent pas, en quoi consiste cette association? Alors l'AGEG c'est quoi d'une manière globale? C'est une association qui est là pour informer et accompagner les étudiants. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a un dispositif de référents. Il y a 44 référents dans l'Hexagone qui sont dans chaque crous. Donc ça permet à l'étudiant quand il arrive de pouvoir rencontrer un interlocuteur de la Guadeloupe d'une manière générale. Ensuite, c'est de l'accompagnement pour l'emploi. Donc avec nos quartiers du talent, on a signé au mois de décembre avec la région une convention qu'on a renforcée en avril dernier qui permet d'accompagner 100 jeunes Guadeloupéens et 15 jeunes Guadeloupéens en Guadeloupe, ce qui est une première parce que NQT n'est présent que dans l'Hexagone, vers un emploi. Donc c'est des jeunes diplômés Bac plus 4 minimum et en moins de 30 ans. C'est une nouvelle chose qu'on a lancée le 15 février dernier, donc la bourse au logement, la BAL 2013, la BAL AGEG, comme on l'appelle, c'est permettre de faire un peu l'intermédiaire, comme une agence immobilière, sans les frais de l'agence immobilière. On signe des partenariats avec divers organismes de logement, notamment le logement des jeunes, et également des propriétaires privés qui veulent proposer leur logement à la location. Du coaching, donc c'est avec Akelio Accompagnement, où il y a des sessions de workshop qui sont organisées sur la préparation des entretiens, préparation d'entretien d'embauche, préparation d'entretien pour les écoles de commerce, pour préparation d'entretien à l'entrée dans un master ou autre, d'une manière générale. Au-delà de tout ça, quand on regarde un petit peu des parcours comme le tien, au niveau de l'engagement associatif, quand on voit un petit peu le contexte général de tous ces jeunes qui essaient de s'en sortir, mais ont peut-être un petit peu de mal, et c'est le cas un petit peu partout, dans tous les autres territoires d'outre-mer. Qu'est-ce que tu as comme regard sur ces associations qui, malgré tout, gardent le cap un peu à l'image de ton association? À l'image de mon association et à l'image des Réunionnais, qui eux sont présents depuis 25 ans à Paris, c'est important d'avoir ce genre de structure. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir des structures, nous, ultramarins, surtout quand on vient dans l'Hexagone, comme j'appelle le Bakoulélé. Il y a très souvent, c'est la soirée, les associations qui sont présentes, c'est pour organiser des soirées. Ça part d'une très bonne idée, et puis ça part très vite, ça devient des associations d'organisateurs de soirées. Or, on n'a pas besoin que de ça, on a besoin de trouver de l'emploi, trouver son logement, être écouté, et c'est ça qui est primordial quand on arrive. Je prends le cas, c'est le premier mois où quand un jeune se retrouve, c'est la première fois qu'il fait des courses, c'est la première fois qu'il paye un loyer, et qu'il se retrouve à moins de 100 € à la fin du mois parce qu'il n'a pas su gérer, et que les parents n'ont pas tout suivi d'un coup. C'est avoir quelqu'un qui va lui dire, bon attends, voici ce que tu aurais dû faire, comment le faire, sans faire pour lui, mais l'accompagner. Alors on fait avec lui, on ne fait pas pour lui, mais on l'accompagne dans sa démarche. Donc je pense que c'est important d'avoir ce genre de structure, c'est important d'avoir des structures comme ça qui sont soutenues comme ici, pourquoi on est au CMAI, parce que la ville de Paris s'engage à nos côtés à nous permettre d'avoir des locaux ici, d'avoir des bureaux, et également d'aller plus loin pour le rayonnement national avec de rassembler toutes ces associations comme la RP pour travailler justement sur l'aide étudiantine pour les ultramarins. D'accord. Et justement, quand on voit dans un tel contexte des associations qui maintiennent le cap, par rapport aux partenaires, parce que c'est important qu'il y en ait qui financent et qui soutiennent, qu'est-ce que tu aurais comme déjà encouragement à donner à ces associations ou bien, je ne sais pas moi, conseils pratiques, parce que c'est difficile de mettre en place des partenariats efficaces. Comment tu fais et surtout comment les associations peuvent se renforcer pour les mois et les années qui viennent? Alors comment faire pour des partenariats? Il faut déjà aller solliciter. Solliciter avec un dossier solide et montrer qu'on en veut. Voilà, c'est surtout ça, c'est montrer qu'on en veut et de ne pas avoir peur, de ne pas se dire oui, c'est parce que c'est un tel, je ne vais pas lui demander, parce que c'est... Non, je viens vous voir, je viens négocier avec vous, vous prétendez travailler pour les jeunes, voilà, je vous mets devant ça.
Et demain, si vous ne le faites pas, c'est très simple. Ouais, en fait, je prendrai sur moi pour le dire à l'antenne. Comme je leur dis à chacun, vous ne le faites pas, ça se saura. Donc il faut leur dire, vous discutez, notamment les politiques. C'est eux qui sont très forts pour faire de beaux discours sur j'accompagne les jeunes. Et quand ils décident de ne pas faire la démarche comme il faut le mettre sur la page publique, comme tout le monde sait faire. Et pour les partenaires privés, on a su, vous savez que nous, la GEC, on a eu un peu différents soutiens. Avec le conseil régional, on a eu tout de suite un bon contact, puisque la moitié des membres du CA étaient membres du conseil régional des jeunes. Donc on avait déjà l'écoute du président de région à l'époque, et qui, c'est vrai, nous a apporté un soutien dès le départ, dès la création de la GEC. Donc du coup, quand on a déjà le soutien de Victoria Lurel, ça permet d'ouvrir certaines portes qui sont différentes. Et donc du coup, il n'intervient pas dans l'association du tout sur nos décisions, ce qu'on fait, mais voilà, il accompagne, il nous soutient dès le départ, une sorte de caution morale pour dire oui, cette association fait un travail. Et il y a eu des résultats derrière. Voilà, personne ne peut dire, voilà, aujourd'hui, tout n'est pas parfait, mais les résultats arrivent. Et voilà, je n'ai pas cité tout à l'heure, mais avec Air France, on vient de signer un partenariat. Donc là, l'effet de surprise va se faire bientôt. Donc il y aura une réduction sur une offre d'Air France pour les étudiants tout l'été. Ben voilà, ça a été quelque chose qui a travaillé pendant 1 an et demi. Air France n'était pas d'accord, et en février, il a fallu mettre le pied dans la porte et dire voilà. Et donc du coup, on a signé, on a reçu les conventions hier. Donc vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Alors aujourd'hui, on a aussi l'association des étudiants réunionnais de Paris, donc avec Franck qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette association, en quoi consiste-t-elle exactement? Alors c'est vrai que c'est une association qui est peu connue, pourtant on est présent sur Paris depuis 27 ans maintenant. Donc l'association des étudiants réunionnais de Paris, AERP pour faire simple, c'est une association, comme son nom l'indique, qui vient en aide aux étudiants réunionnais qui arrivent pour la première fois sur Paris, donc les primo-arrivants. Nous on a un travail en amont du départ, donc un travail d'information au niveau des aides, au niveau de la vie, comment ça se passe sur Paris. Ensuite on a un travail d'accueil pour les premiers jours, les premières semaines, voire les premiers mois. Donc on va à la rencontre des jeunes, on leur explique comment ça se passe, les démarches, la vie courante ici. Et ensuite c'est tout un travail d'accompagnement tout au long de la vie estudiantine. Avec, on leur propose des services, à la fois des soirées, des événements culturels, etc. Et après un travail aussi d'insertion professionnelle par la suite pour les jeunes de l'association. Mais est-ce que ce n'est pas trop lourd, surtout maintenant, de réaliser tout ça? Y a-t-il suffisamment de volontaires, de bénévoles? Et surtout, est-ce qu'il y a suffisamment de soutien au niveau des partenaires pour réaliser toutes ces actions, puisqu'elles sont importantes quand même? C'est vrai que c'est des associations qui demandent beaucoup d'investissement. On a la chance au sein de l'AERP de bénéficier d'un noyau dur, actif. Et c'est vrai que le manque de moyens humains autant que financiers pose souvent problème. Mais après, nous, on essaye vraiment, notre philosophie, c'est de mettre en place des systèmes automatiques. Par exemple, on est en train de mettre en place un système de rencontre. En fait, tout se passe sur Internet, où on mettra en relation des jeunes étudiants porteurs d'un projet de mobilité à La Réunion. On les mettra en contact avec des étudiants qui sont déjà installés, pour qu'ils puissent échanger entre eux, s'offrir des services. Justement, tout ce travail qui passait autrefois par l'AERP, on essaye un peu de l'automatiser et de faire en sorte que tout se passe sur Internet. On a aussi beaucoup d'étudiants qui nous posent des questions sur le logement, comment ça se passe. Les jeunes n'ont pas forcément une réalité des prix sur Paris, etc. Donc on a mis en place un guide du logement qui est téléchargeable sur notre site internet www.aerp.fr. Donc c'est un guide entièrement gratuit et qui retrace étape par étape l'ensemble des actions et des procédures à suivre pour aboutir à un logement, et également toute une partie qui est dédiée aux pièges à éviter. On leur donne des éléments juridiques pour qu'ils puissent se défendre contre les propriétaires qui refusent en général les cautions ultramarines ou les garants qui sont situés en dehors du territoire métropolitain. Donc on n'a pas beaucoup de moyens, on va dire, mais on essaye de mettre en place des choses solides et qui nous dépasseront une fois que nous ne serons plus dans l'association. Et on peut aussi compter sur des partenaires comme le Conseil général de La Réunion qui est toujours là en partenaire logistique, et également des associations partenaires, notamment la GEG, avec qui on essaye de mettre en place des actions communes. C'est vrai qu'on a nos spécificités, mais on a aussi énormément de points communs. Nos jeunes sont soumis aux mêmes problématiques, donc c'est tout à fait intéressant et plus que productif que de travailler ensemble, de réfléchir ensemble à des actions communes et de réfléchir non pas en termes de région, mais vraiment en termes de communauté ultramarine.
Et donc toi, de ton côté, en tant qu'étudiant réunionnais, étudiant ou jeune professionnel d'ailleurs, puisque la limite est souvent très mince, dans ton parcours actuel de réunionnais à Paris, dira-t-on, c'est quoi ton parcours? C'est quoi tes ambitions? Et surtout, comment tu fais pour rester motivé dans un contexte qui peut paraître parfois morose? Qu'est-ce que tu auras à dire à ceux qui, peut-être comme toi, pourront tenter leur chance ici? J'étais à La Réunion toute ma scolarité. À la fin du lycée, je me suis engagé dans une classe préparatoire scientifique. Et suite à l'obtention d'un concours, il me fallait quitter La Réunion, venir en métropole pour poursuivre ma formation. Donc moi, j'ai suivi une formation en aménagement du territoire et en génie civil, donc à Aix-en-Provence. Et ensuite, j'ai été affecté en région parisienne il y a 3 ans. Et c'est vraiment lors de mon arrivée sur Paris que le décalage, donc ce qu'on appelle le choc culturel, donc à la fois climatique, mais aussi au quotidien, la mentalité, la manière de vivre, d'appréhender la vie, etc. C'est là que le choc a été le plus violent. Et c'est justement à cette période-là qu'on m'a présenté l'Association des étudiants réunionnais de Paris. J'en avais jamais entendu parler auparavant. Et c'est une association qui m'a plu parce qu'elle répondait vraiment à un véritable besoin que je ressentais, de m'investir pour une cause qui était mienne, mais aussi faire en sorte que ceux qui me suivraient plus tard pourraient avoir un parcours plus facile et plus évident que le mien. Moi, je dis toujours à mon équipe que mon leitmotiv, c'est de faire en sorte qu'en 2013, c'est pas normal qu'un Réunionnais qui arrive à Paris ait l'impression d'être le premier Réunionnais qui débarque, par exemple. Et c'est parce qu'on a connaissance de ces problématiques-là qu'on essaye de mettre en place donc, au quotidien, avec tous nos partenaires et avec les moyens qu'on peut, donc des choses toutes simples, mais efficaces pour répondre aux besoins des générations qui nous suivront après. Alors justement, on continue à naviguer entre les différents territoires d'outre-mer, donc la Réunion, la Guadeloupe et tout à l'heure la Polynésie et bien d'autres. On passe maintenant à la Guyane, donc avec Nicolas qui va nous parler un petit peu de son parcours. C'est vrai qu'on voit qu'il y a des parcours différents selon les gens. Toi, tu es plus au niveau de la prévention et du médico-social, c'est bien ça? Non, le paramédical. Paramédical, voilà. Et donc, tu es venu aussi ici en mobilité sur la France hexagonale. Et qu'est-ce que tu auras à dire de ton expérience actuelle et surtout des actions que tu mènes dans le monde de la prévention? Donc, j'ai voulu vraiment me spécialiser dans le paramédical, comme par exemple le concours d'infirmier. Donc, j'ai déjà préparé le concours en Guyane, effectivement, je l'ai déjà passé l'année dernière. Mais malheureusement, j'étais sur liste complémentaire. Donc, comme j'ai voulu absolument rentrer dans une école, avec mon relevé de notes, je n'ai pas eu le temps de m'inscrire dans une autre école, comme je l'ai reçu en retard. Donc, j'ai décidé de partir sur la métropole pour trouver une école, mais c'était sur liste d'attente. Donc, j'ai préféré repasser le concours. Malheureusement, cette année, ça n'a pas fonctionné, vu que je me suis préparé tout seul. Et un concours, franchement, il ne faut pas le prendre à la légère parce que il y a beaucoup de préparation au départ. Moi, franchement, j'aurais préparé un concours sur vraiment 1 an parce qu'il y a beaucoup comme les tests psychotechniques, plusieurs choses qu'on ne voit pas forcément à l'école et qui méritent d'être vues avec une autre personne. Parce que je ne me sentais pas prêt à partir directement sur la métropole. Parce que, je ne vais pas vous mentir, j'avais peur. Même si ma sœur était sur la métropole, mais je n'avais pas encore vraiment confiance en moi pour venir sur la métropole pour commencer un concours et puis vraiment commencer une partie de ma vie active, quoi, parce que j'ai tous mes affaires en Guyane et c'est pas évident de tout quitter pour aller passer un concours et voilà quoi. Donc c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Il faut bien réfléchir. Donc finalement, par rapport à tout ce que tu as connu et ces petites parties d'échecs aussi, ça te fait beaucoup d'enseignements. Finalement, tu repars avec beaucoup plus de clairvoyance pour la suite. Quoi. Exactement, ça m'a rendu un peu plus fort sur mes opinions déjà et sur la vie étudiante d'une part, parce que je n'étais pas vraiment dans une école, mais ça m'a permis de voir comment se passe la vie active en fin de compte. Donc déjà, comme il l'a dit tout à l'heure, gérer les courses et tout, gérer les fins de mois, parce que c'est pas évident. Même si on part avec un certain budget, mais le budget ne va pas rester là indéfiniment. Et même si les parents sont là, on veut garder son indépendance, mais on ne veut pas vraiment demander tout le temps aux parents en fin de compte. On veut vraiment gérer nos problèmes nous-mêmes. Donc franchement, ce sont des choses à ne pas prendre à la légère. Mais c'est une bonne expérience, ça rend plus fort et ça forge le caractère. Après, au niveau associatif,
et plus précisément sur le monde de la prévention. Tu as aussi fait des actions en Guyane, donc, notamment avec les sapeurs-pompiers. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour ceux qui souhaiteraient éventuellement faire aussi comme toi, que ce soit en France hexagonale ou encore directement dans les territoires d'outre-mer, par exemple la Guyane? Ah ben oui, comme dans chaque département, il y a des jeunes sapeurs-pompiers en fin de compte. Donc moi j'ai commencé à l'âge de 14 ans et on nous a appris, c'est une école de la vie comme nous enseignaient les formateurs. Donc on nous apprend le métier de sapeur-pompier et puis on nous explique différentes déontologies en fin de compte. Par exemple le respect, l'honneur, la patrie et tout. Et on nous apprend aussi à aider les uns les autres en fin de compte, l'esprit de groupe. Et par rapport à tout ça aussi, il y a le Téléthon qui fonctionne. Donc on a un kiosque et à chaque fois il y a un Téléthon, on participe et on aide les personnes pour avoir plus de dons, pour effectuer plus d'impact au niveau de notre travail en fin de compte, pour montrer l'utilité des sapeurs-pompiers et surtout pour donner aux jeunes, aux plus jeunes que nous, l'envie du métier. Parce qu'il y a des jeunes qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Comme moi au départ, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'étais vraiment indécis. Pour moi, j'ai toujours dit que si je ne trouvais rien à faire, je serais rentré dans l'armée. Mais ce n'est pas une voie de garage, en fin de compte. Faut être clair dans sa tête. Donc, en fin de compte, on m'a parlé des jeunes sapeurs-pompiers, je me suis renseigné, puis je suis rentré dedans, ça m'a plu et je suis resté jusqu'à devenir sapeur-pompier volontaire. Qu'est-ce que tu aurais comme conclusion à dire, comme dernier mot pour cette rencontre d'aujourd'hui, au vu de tout ce qui a été dit? Alors, au vu de tout ce qui a été dit, c'est qu'il y ait plus d'initiatives comme ça et qu'on travaille ensemble. Voilà, je discute avec OCI, on travaille ensemble, c'est-à-dire on fait tous d'un côté les mêmes choses pour ces communautés ou autres. Voilà, nous, on n'a pas eu le temps, ça s'appelle la GEG, mais moi, Martiniquais qui vient nous voir, c'est pas là, on ne nous dit aucun problème. Mais de travailler ensemble, de rassembler nos forces et puis de profiter de, voilà, quand on a des moyens, comme je disais, la GEG, on a des moyens humains avec des employés, ben c'est de pouvoir les mettre à disposition de tous et de travailler vraiment ensemble à monter des projets et à montrer que l'outre-mer, c'est pas que des soirées. On sait faire et qu'on fait beaucoup mieux que ce qu'ils pensent. Et leur faire peur. Je dirais le mot, c'est leur faire peur. Il faut leur faire peur. Voilà. Donc on restera sur ces paroles motivantes. Et tout de suite, on va passer à quelques modules vidéo qui montrent un petit peu cette idée-là, notamment concernant les projets mis en place pour le FFE Outre-mer. Je ne vous en dis pas plus. Regardez les images et on se retrouve tout à l'heure. Trace FM, l'ensemble des volontaires et partenaires du FFE Outre-mer de ta région et la team FFE Connexion Internationale basée sur Paris s'associent pour t'encourager en cette période de fin d'année scolaire et universitaire à aller jusqu'au bout de tes examens et surtout à te préparer à rebondir quels que soient tes résultats en attendant de te retrouver pour les opérations sur certains campus d'Outre-mer en juillet et dès la rentrée prochaine. Plus d'infos sur les prochaines opérations sur notre page fan et le profil FFE Outre-mer. J'aimerais vraiment que chacun se rappelle, lors de son année de terminale, comment c'était dur de se décider en termes de formation, mais aussi en termes de choix de ville pour les études, etc. Choix du type de logement chez l'habitant, en résidence universitaire, etc. Et je suis sûre que si chacun y repense, vous serez motivés pour venir nous aider et participer au dispositif avec nous. Donc voilà, bienvenue. Yo, Chrome, the one you're gonna make them fraud foam. The one you make them hear me clear, I mean, no in a laugh in the area. Represent where you come from, all that school drawn near. Represent to the area. Everybody represent, you feel represent, represent, you feel represent, you feel represent, you feel represent, you feel represent. Every corner, every end to every resident, evidence, every dance, I feel represent. To the police, so we full, no matter the C'est un peu le stress, on voit plusieurs différentes associations sont en train de se mettre en place. En tous les cas, c'est heureux d'être premier parmi 800 projets. Nous sommes impressionnés par le lieu. If you wanna move to the beat, let them see you with do it with style, no come cheap. Sweep got the
Et tout un chacun est excité d'être ici au Palais de la Découverte à Paris, donc pour récupérer ce prix, on l'espère, puisque nous avons été primés au concours national du CNUS dans la catégorie culture et action. On est enthousiaste de savoir exactement à quel niveau nous, l'outre-mer, nous sommes arrivés. Voilà, on reste connectés. Dumbstyle Connexion en force à Paris, au Palais de la Découverte. Le premier prix, je reviens au dispositif Forum Futur étudiant du France Antilles-Guyane. You fit just blame it on the liquor. Represent bossy play, fuck it up, Mad Michelle. Keep us she ready, but blow she stop sell. They know I hear no more wedding bell. Picture and expression, girls are going. J'espère que ça leur permettra de continuer, de leur donner encore beaucoup plus de dynamisme pour poursuivre leur travail que je crois très intéressant et surtout nécessaire pour les étudiants et pour les jeunes, donc des DOM. Il faut pousser les uns les autres à continuer et à toujours aller le plus loin où ils peuvent aller. À l'année prochaine, pour le prochain concours du CNUS, nous serons ravis d'y participer. Avec notre association OCI, on a cette facilité à vous mettre en lien facilement avec les différentes associations et partenariats administratifs pour vous aider, surtout pour vous aider à avoir une vie meilleure, quoi, en fait, c'est ça. Tout est un plus, c'est chaque personne qui amène quelque chose et on peut faire quelque chose de vraiment grand. Donc tous les moyens sont mis en place pour que vous nous rejoigniez, les réseaux sociaux, les sites internet, vous pouvez nous déplacer, vous nous contacter sur notre Facebook. On est présent, même qu'il y a des manifestations festives, on est là aussi, donc si vous nous reconnaissez, rapprochez-vous de nous. Donc on attend vos témoignages pour les différents FFE, mais on attend aussi votre présence pour le coup de pouce des jeunes ultramarins. Rejoignez-nous, le réseau c'est vous, et on est là justement pour créer un réseau des jeunes ultramarins pour qu'on soit préparé à toute éventualité. Et toutes les expériences qu'on peut déjà acquérir dans son département, il faut les prendre. Donc les stages, il ne faut pas hésiter à en faire. Faire des stages, booster au maximum son CV pour avoir un CV solide lorsqu'on arrive et ne pas se dire qu'on va frapper à notre porte. Non, c'est à nous d'aller frapper aux portes des autres. Éventuellement vraiment franchir les barrières parce que c'est pas évident, mais on y arrive avec de la bonne volonté et avec le réseau, je souligne le réseau est très important. Donc c'est la raison pour laquelle, même s'ils ne souhaitent pas rejoindre notre association, il y a plein d'autres associations qui œuvrent, pas seulement des associations antillais-guyanaises ou ultramarines, il y a d'autres associations également, pouvoir rencontrer beaucoup de monde qui puisse leur permettre d'évoluer dans les meilleures conditions également. Si vous pouvez venir nous aider, mais aussi en sachant que vous allez aussi être aidés, venez. Voilà, nous sommes toujours ensemble sur ce nouveau plateau. Nous naviguons de Tahiti à la Désirade, île de l'archipel guadeloupéen, en revenant sur les Antilles et d'autres territoires précis. Donc, tu es présidente de l'association AGEG. Y aurait-il des informations complémentaires à donner justement sur tout ce qui est mis en place par cette association que tu présides? Donc le logement, priorité pour les étudiants, également l'installation, l'intégration, l'insertion professionnelle. Ensuite, tout ce qui concerne les finances, parce que les finances, c'est un gros problème, c'est une grosse problématique pour les jeunes qui décident de quitter les départements d'outre-mer. Donc on a signé un partenariat avec la Bred Réseau Plus. La Bred Réseau Plus qui est une vraie passerelle en fait entre les départements d'outre-mer et l'Hexagone. Donc il y a une banque avec une réelle écoute pour la clientèle ultramarine, qui a une large palette d'offres bancaires pour ces jeunes, à travers la caution logement, les prêts étudiants sans caution parentale ou encore des aides ponctuelles, l'avance sur bourse, tout ce qu'il faut pour qu'un jeune, quand il arrive dans l'Hexagone, ait un accompagnement financier, un accompagnement bancaire, chose très importante pour que ce jeune se sente dans de bonnes conditions pour étudier et pour se développer intellectuellement. Toujours dans cet ordre d'idées, au niveau des différentes actions sur les territoires d'outre-mer, au niveau de l'AGEG, il y a aussi des actions faites avec le FFE Outre-mer, pour lequel nous sommes
présent aujourd'hui. Et dans certains départements, plutôt la Guadeloupe, alors quelles sont ces actions réalisées? En quoi consiste l'apport de la GEG au niveau de ces opérations? Comme l'a précisé Franck tout à l'heure avec la Réunion, les actions des associations telles que la GEG ou l'association des Réunionnais de Paris, c'est vraiment de commencer à la base, donc commencer en Guadeloupe. On a une grosse campagne de communication faite sur l'information avant même le départ des jeunes, donc pour toucher tous les bacheliers, mais aussi on les oublie les étudiants de l'UAG qui prennent la décision après une partie de leur cursus à l'université de quitter la Guadeloupe pour la métropole. Donc il s'agit vraiment d'informer à ce moment-là, de passer les informations sur le logement, sur les finances, sur nos partenariats, sur les services, sur l'intégration, sur le réseau de référents, faire de l'information pour ces jeunes qui veulent quitter le département. Alors les territoires d'outre-mer, c'est très vaste. On sait que nous avons notamment beaucoup d'archipels. Et sur le plateau où nous nous rejoignons maintenant, nous avons notamment plusieurs archipels. Celui de la Guadeloupe avec tout à l'heure la Désirade, mais aussi l'archipel de la Société, donc l'un des 5 archipels de la Polynésie française. Voilà, oui. Et donc toi, tu viens de l'île de Tahiti. Donc lors de ton arrivée ici, comment ça s'est passé pour ton adaptation? Tu es venu pour faire, je crois, une formation en assistance de gestion. Pourquoi tu n'es pas resté déjà là-bas et qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ceux qui seraient intéressés pour faire comme toi? Ouais, écoute, j'ai décidé de quitter Tahiti. C'était pour découvrir autre chose. En fait, comme à Tahiti, on travaille, j'ai plutôt pensé loin, genre, pour mon avenir professionnel. Et c'était pour découvrir autre chose. Et comme à Tahiti, nous travaillons avec l'extérieur. Souvent, nous avons des contacts avec l'extérieur. Donc, le pilier même de l'économie de la Polynésie, c'est la logistique, l'import-export, le contact avec l'extérieur. Donc, je me suis dit que si je pouvais partir, si j'avais l'occasion de pouvoir partir à l'étranger, voir comment fonctionnait la vie professionnelle ou la vie tout simplement à l'étranger, voir les différences avec la Polynésie, Tahiti notamment, je pourrais peut-être comme ça me préparer pour mon avenir professionnel. Enfin, juste avant mon départ de chez moi, j'appréhendais un petit peu parce que je connaissais juste Tahiti. Le mode de vie là-bas, je connaissais seulement ça. Puis j'appréhendais un peu parce que je ne connaissais pas vraiment, je ne savais pas comment j'allais être ici. Mais j'ai eu la chance d'avoir de la famille ici en France. Donc ça a été un soutien moral pour moi. C'était très important. Donc c'est vrai que c'est difficile de quitter sa famille, ses amis et tout. Changer de mode de vie et devoir s'adapter très vite parce que les études n'attendent pas le temps d'adaptation. Il faut s'adapter très vite. Et puis, en même temps, je suis arrivé 2 semaines avant mon début d'année. Ça a été très difficile, mais j'ai réussi à m'adapter avec le temps. Et puis voilà. D'accord. Mais justement, quand on vient ici, en France hexagonale ou aussi ailleurs, on parle d'ici, mais beaucoup de jeunes ultramarins tentent l'expérience parfois à l'étranger. Qu'est-ce que tu penses qui t'a permis, toi, Nike, de t'adapter et quels conseils tu aurais pu donner aux autres pour qu'ils évitent des fois certains problèmes, car beaucoup apparemment ne vont pas au bout de leurs études quand ils viennent ici? En fait, c'est la volonté. La curiosité aussi. Et, un peu, il faut avoir cet esprit d'aventurier, vouloir découvrir autre chose. Vouloir se développer, avoir une connaissance différente de ce qu'on peut avoir sur notre île, de chez nous. Découvrir, c'est ça, la découverte. Toujours vouloir connaître, apprendre. Et puis la volonté surtout. Il y a beaucoup de jeunes qui ne suivent pas leurs études, qui ne poursuivent pas jusqu'au bout. Personnellement, je pense que c'est plus parce qu'il n'y a pas de soutien derrière. Tu vois, ils sont souvent lancés dans les études, certes avant de partir. On se dit, ouais, je vais y aller, je vais réussir, je vais le faire. Mais une fois qu'on s'y retrouve, comme on l'a dit dans le plateau précédent, tout ce qui est administratif, ça a l'air d'être que du superflu. Mais dès qu'on se retrouve au beau milieu de tout ça, on se rend compte que c'est des facteurs très importants qui pourraient... comme là, des jeunes qui abandonnent, qui pourraient favoriser cette action de chaque jeune qui abandonne leurs études.
Comme les territoires d'outre-mer, c'est très vaste. Hein. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les territoires dont chacun de nous est issu, par exemple pour toi, Naiki, est-ce que tu pourrais décrire rapidement? Alors, on a dit qu'il y a 5 archipels au niveau de la Polynésie française. Toi, tu viens de l'archipel où il y a l'archipel de la Société avec Tahiti. Mais tu connais tous les autres? Comment ça se passe? En fait, disons que Tahiti, c'est l'île principale. Et je vais présenter les archipels. Hein. Il y a l'archipel principal, la Société, du Juin. Ensuite, il y a l'archipel des Marquises, l'archipel des Tuamotu, des Gambiers et enfin des Australes. Sur l'île de Tahiti, en fait, c'est l'île principale. Chaque archipel n'a pas des structures éducatives, des lycées. Ils n'ont pas tous des lycées. Donc, ils sont obligés de venir à Tahiti. Dès qu'ils viennent à Tahiti, c'est là qu'on commence à connaître les autres îles. En fait, il faut savoir que chaque archipel a sa langue. Et c'est vrai que c'est très difficile pour eux, quand même, déjà, de quitter leur archipel pour venir à Tahiti étudier, venir au lycée. Mais c'est une façon de diversifier nos cultures. C'est un choc culturel, un petit choc culturel, parce que ça reste en Polynésie. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait connaissance avec les autres archipels. D'accord. Ça fait penser un peu aussi à la double insularité qu'il peut y avoir parfois entre les différents archipels, les différentes îles, comme c'est aussi le cas notamment pour la Désirade, hein, une des îles de l'archipel guadeloupéen. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est où la Désirade en fait? Mais en fait, la Désirade se situe à l'est de la Guadeloupe, donc à 19 km, à l'est de la Guadeloupe plus précisément. Et puis, donc c'est une île de 12 km de long, sur 2 de large, pour une population entre 1700 et 1900 habitants. Et la principale activité, en fait, c'est la pêche à la Désirade. Alors justement, en parlant de pêche et tout, toi, de ton côté, par rapport à ton parcours, j'ai cru comprendre que tu venais de passer ton permis au niveau bateau. Oui, d'accord. Oui, j'ai passé mon permis côtier il y a à peu près 8 mois. Mais cela permet de naviguer jusqu'à 6000 des côtes, donc ce n'était pas suffisant. Parce que, bon, disons 6000, ça représente environ, en gros, 12 km. Et c'est pas simple à gérer, en fait. Donc en ce moment, j'essaie de m'organiser pour passer mon capacitaire qui me permet de naviguer jusqu'à 20 000, donc environ 40 km. Donc là, je serai un peu plus à l'aise quand même par rapport à ça. Donc en fait, au niveau des perspectives pour un jeune qui se trouve dans cette situation de double insularité, puisqu'on le répète, hein, tu es de la Désirade, qui elle-même est une île qui fait partie de l'archipel guadeloupéen, donc déjà une certaine insularité par rapport à la Guadeloupe, certaines actions comme celle-là sont indispensables. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui, comme toi, sont issus de ces dépendances, comme on dit, et qui voudraient quand même réussir à faire des parcours en mobilité? En ce moment, tu es de passage sur Paris, mais en réalité, ton parcours se passe surtout en Guadeloupe. Oui, surtout en Guadeloupe. Donc en fait, avoir une double insularité, c'est quand même pas simple, parce que le plus gros se situe en Guadeloupe. Donc à Désirade, il manque certaines structures qui se trouvent sur la Guadeloupe, comme par exemple l'école, ça s'arrête en 3e. Et après, pour aller au lycée, il faut partir sur la Guadeloupe. Donc après, chaque élève se répartit en fonction de ce qu'il veut faire plus tard. Et un jeune en double insularité, ben, je lui dis de s'accrocher, quoi. Parce qu'il faut se réveiller tôt, il faut gérer un budget voyage. Bon, c'est pas très loin, mais quand on fait les comptes, au final, ça revient quand même à très cher. Et donc, voilà. Effectivement, donc quand on regarde un petit peu la situation des différentes îles, on voit qu'il y a des défis parfois communs. Et pour revenir un petit peu à la situation au niveau de la Désirade, en tout cas Robit, on sait que tu es aussi investi dans l'associatif, notamment sur un projet qui s'appelle donc le City Vibes Project, qui fait partie du volet insertion du Forum Futur Étudiant FFE Outre-mer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit et pourquoi toi tu as décidé de t'y investir? Mais en fait, l'association CVP 118, c'est une association qui organise des manifestations plutôt pendant les périodes de vacances relativement longues. Donc, comme en juillet, donc du 19 au 21, on a des animations sur la plage de Saint-François, sur la plage de Tambisson. Donc, on a des DJ sessions, des open mic, on a de la projection en plein air, on a des rencontres entre des jeunes de l'extérieur qui viennent pour pouvoir échanger. Et on a également un plateau média le soir.
Donc, en fait, ça permet aux jeunes de pouvoir bouger, de se changer les idées. Et je trouve que faire ça après les examens, c'est quand même bien. Ça permet aux jeunes de se défouler quand même au maximum. Et puis voilà. D'accord. J'ai cru comprendre aussi que c'est un staff composé de jeunes, souvent de jeunes des quartiers. Est-ce que tu aurais, lors de cette émission, ici, avec tous nos autres compatriotes d'outre-mer, de Polynésie, de la Guyane, de la Réunion, une petite pensée pour ces jeunes du staff? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire, à ces jeunes des quartiers qui organisent avec toi le City Vibes Project? Bien, en fait, c'est pas simple. Donc, franchement, je leur envoie la force et je leur dis big up. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de moyens. L'association existe depuis 2008, donc ça fait en gros 5 ans. Et pendant ces 5 ans, ils se sont accrochés, ils s'accrochent toujours, donc je trouve ça vraiment formidable. Donc, à l'image de tout ce qui est fait, que ce soit dans les parcours de chacun, mais aussi dans les actions pour accompagner donc, tous ces jeunes, qu'est-ce qu'il y aurait comme conclusion à donner par rapport au plateau d'aujourd'hui et quel encouragement à donner à tous ces jeunes qui vont peut-être bientôt bénéficier du soutien d'une association comme la GEG? C'est vraiment important de... Voilà, on prend la décision de quitter la Guadeloupe, le cocon familial, mais c'est un projet. Il faut qu'il soit construit, il faut qu'il y ait un objectif, une ambition, il faut qu'il y ait des décisions prises et que ça soit organisé. Donc il faut vraiment, dès que la décision est prise, de prendre contact avec la GEG, donc, notamment à travers le site internet, donc www.agec.fr. On est également présent sur les réseaux sociaux, par téléphone. Enfin, il faut vraiment prendre contact avec nous pour avoir toutes les informations en amont et ne pas se retrouver comme beaucoup au dernier moment, au début du mois de septembre pour les derniers, à se poser des questions sur où je vais habiter et qu'est-ce que je vais devenir en métropole. C'est vraiment un projet de long terme et il faut vraiment réfléchir. Ouais. Donc ce sera le mot de la fin, en tout cas de ce plateau. Il faut vraiment réfléchir et que c'est un projet à long terme. Donc, nous allons donc dans ce sens regarder quelques petites vidéos, encore une fois réalisées dans le cadre de toutes ces actions, soit pour les étudiants, mais aussi pour les jeunes professionnels. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder et on se retrouvera ensuite pour le dernier plateau. City Vibes Project sur la plage de Rézinclair à Saint-François. Attention, manifestation gratuite, les places limitées. Je dis ok, une clip, une film, je vais monter bon butin à ces vidéos projection là. Et qu'il y a une grillade aussi, les gens qui veulent participer, une petite grillade qui a fait de côté. Et qu'il y a une animation, nous allons essayer de faire en animation, nous allons essayer de mettre en butin pour les jeunes vignes, qui grands, qui petits. Et tout le monde est intéressé par ça nous avons fait là. Je vais dire que puis ils viennent assister à la réunion nous les vendredis et pour regarder qui ça va passer et si ça va intéresser yo pour entrer avec nous en groupe là et puis bon nous force là aussi qui grand qui petit aussi on va avoir un big force pour tous ces gens qui là avec nous à la réunion là et ça qui part avec nous aussi en force bayo aussi parce que bon il y a un pays qui là avec nous yo lagué nous en chemin entre temps, mais ça qui est venu parce que ça fait quelques temps que nous lâché le projet là. Après, là, nous décidé de redémarrer, et ça prend sérieusement. Parce que nous comprenons que nous pas découragés, nous laissé ça tomber, mais nous reprenons ça en main, aller là. Nous allons essayer de mettre ça carré. Nous allons essayer de mettre ça aussi. Mais nous avons un big fox aussi parce que peut-être qu'ils sont découragés, mais il ne faut pas les décourager. Parce que ça va faire petit à petit. Trace FM, les volontaires et partenaires du dispositif CVP Outre-mer et le collectif des jeunes de Saint-François t'invitent au City Vibes Project. En famille, entre amis, sur ta nappe ou ta chaise pliante, rejoins-nous ce samedi 10 décembre sur la plage des Rézinclair pour la journée test d'animation culturelle et de prévention, clôturée par les projections vidéo nocturnes avec plateau média sur écran géant et ciné drive sur place. Le City Vibes Project, avec le collectif des jeunes CVP 118, la SIG et l'association des communes et collectivités d'outre-mer sur la ville pilote de Saint-François, partenaire officiel. Plus d'infos sur la page fan City Vibes Project et le profil CVP Outre-mer.
Alors c'est un projet super génial dans la mesure où ça réunit des groupes de force, des flux positifs de gens qui veulent faire, qui veulent avancer ensemble pour faire du positif pour les jeunes, les petits, les moyens, les plus grands. Tout le monde est invité, on a pensé aux handicapés aussi. Tout le monde est avec nous et travaille avec nous dans le bon sens. Franchement, on a trouvé que c'est une bonne initiative, c'est vraiment un but qui est intéressant dans la mesure où c'est fait par les jeunes pour les jeunes et que c'est une démarche tout à fait noble. Surtout que la dernière fois, on a déjà pu lancer avec les jeunes Science Test. Ça s'est passé sur le karting de Saint-François à la plage de Rizinclair. Et il y a eu des projections et puis il y avait aussi un dispositif partenaire, c'est le dispositif FFE, où il y avait des volontaires de la Guyane, de la Martinique et de la diaspora de métropole qui ont assisté à ce dispositif. C'était vraiment une cohésion totale entre les étudiants, les jeunes professionnels et les jeunes en situation d'insertion. C'était vraiment parfaite cohésion, parfaite harmonie, sans violence. Et on a pu assister à du beau spectacle avec une projection aussi de documents de Guyane, de Nico, qui est un artiste guyanais de grande renommée. Et vraiment qu'on big up aussi au passage, hein, Nico, Wassav. Et donc c'est vraiment une initiative formidable. Solidarité, en force entre nous-mêmes, confiance entre nous, et que tout ça qui veut venir joindre nous, parce que nous-mêmes sommes famille. Allez là, on va une famille, c'est un projet big up. Yes sir. En famille ou entre amis, sur ta nappe, en espace vert ou sur le Ciné Drive, viens profiter de projections nocturnes. Plus d'infos sur la page fan City Vibe Project et le profil CVP Outre-mer. Voilà, nous nous retrouvons de nouveau ici ensemble dans le cadre de cette émission du FFE Outre-mer, en compagnie évidemment de la GEG, puisque c'est grâce à cette association que cette opération a été possible aujourd'hui, en tous les cas ici à Paris, pour tout ce dispositif éducatif et d'insertion. Et sur ce plateau, à l'instant, nous avons la chance d'avoir aussi la présence donc, de Madame la déléguée générale à l'Outre-mer au niveau de la mairie de Paris, donc qui nous fait l'honneur aussi de sa présence ici. Mais tout de suite, on commence avec l'intervention de l'AECA, donc au niveau de l'association AGEG. Alors, tu es en charge, on va dire, de tout ce qui est référent, les référents par région. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce dispositif assez impressionnant mis en place par l'association AGEG? Alors effectivement, c'est le cas de le dire, c'est un dispositif assez impressionnant par rapport déjà à son nombre de personnes et de référents qui sont disposés un petit peu sur toute l'Hexagone. On a environ 2-3 référents qui sont sur chaque territoire où sont concentrés le plus grand nombre d'étudiants guadeloupéens principalement. Ensuite, concernant le référent lui-même, c'est-à-dire qu'on prend des jeunes, on essaie de recruter des jeunes qui sont en capacité et qui sont aussi motivés pour aider des personnes qui sont arrivées sur le territoire hexagonal comme eux et qui ont rencontré certaines difficultés. Donc, ces référents, on va essayer de voir s'ils sont capables aussi d'encadrer des jeunes qui sont dans le besoin. Parce que c'est facile de dire on va t'aider, mais est-ce qu'on sait vraiment le faire? Donc, on va mettre à disposition certains dispositifs comme des formations de ces référents, mais aussi lors du recrutement, on va passer un entretien avec eux, à savoir s'ils savent comment se débrouiller lors de certains problèmes ou est-ce qu'ils connaissent certaines aides, parce que si les aides existent, mais si on ne les connaît pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc pendant cette formation, on va mettre à leur disposition carrément toutes les informations groupées et du coup, ils vont pouvoir aider le jeune qui est en difficulté. Voilà. Et aussi lors de l'entretien, il y aura aussi un entretien d'1h20 puisqu'il faut qu'on rende aussi des comptes au niveau de la région parce qu'être référent c'est quand même quelque chose d'assez important. On doit remettre des comptes à la région, donc cet entretien il est enregistré et il sert à avoir un appui au cas où il y a un problème de main, mais aussi à faire une petite sorte de profil de ce référent afin que le jeune qui sera encadré ait quelqu'un en face de lui qui soit du même type. Comment ça se passe s'il y a des jeunes qui sont intéressés pour rejoindre ce dispositif mis en place par la GEG? Alors, on n'a pas réellement de date, mais c'est vrai qu'on est dans une période où on a besoin de beaucoup de référents actuellement, parce qu'il y en a qui sont présents, mais qui vont partir, parce qu'on généralement on cherche des référents qui sont ici ou qui sont installés sur le territoire depuis au moins 2 ans, qui ont un petit peu une expérience. Bon, parfois, on peut avoir une expérience en 1 an, ça dépend. Par rapport aux entretiens, on peut le savoir. Mais c'est-à-dire qu'on est sur une période où les référents, ils vont un petit peu laisser la GEG parce qu'eux ici, ils sont à la recherche aussi d'autres choses, ou ils n'ont pas envie de continuer avec nous. Donc,
Donc du coup, la campagne de recrutement, elle se fait en juin, elle se fait en juillet, elle se fait en septembre, elle se fait toute l'année. On a besoin de référents pendant toute l'année. Parce qu'il faut aussi savoir qu'on a beaucoup de référents sur l'Île-de-France, mais qu'il y a des étudiants qui sont autre part. Même si on a peut-être 3 ou 4 étudiants sur Marseille, il nous faut des référents pour ces personnes. Donc c'est pendant toute l'année qu'on a besoin de référents et de candidatures de référents. D'accord. Et comment ils font pour justement rentrer en contact avec vous? Alors c'est très simple, rentrer en contact avec nous, ça suppose d'aller sur le site internet de l'AGEG, donc l'AGEG.fr, vous vous inscrivez, ou sinon vous passez par le biais de l'adresse mail, donc contact@ageg.fr, et vous expliquez que voilà, vos différentes motivations en quelque sorte, une petite lettre de motivation, où vous expliquez vos aspirations, pourquoi vous voulez aider un jeune, et à la suite de ça, on va essayer de regarder les différents critères. Est-ce que vous êtes par exemple inscrit? Est-ce que vous avez fait votre demande de bourse? Enfin, les choses assez essentielles. Et ensuite, arrive tout de suite l'entretien avec une personne qui est quand même assez apte à faire des entretiens avec des candidats, par exemple moi, et sans prétention bien sûr. Et à ce moment-là, on verra déjà, il y aura une première présélection afin de savoir si on est capable et si on est vraiment motivé pour avoir un jeune autour de nous. Voilà. Voilà, donc à l'image de ces initiatives prises, d'autres le sont aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, la présence de Madame la déléguée générale à l'Outre-mer au niveau de la mairie de Paris, donc Madame Apocal, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la structure, comme par exemple ce centre municipal d'action et d'information pour les originaires d'Outre-mer, qu'est-ce que vous auriez en quelques mots à leur dire sur cet outil et aussi l'ensemble des choses mises en place envers le public ultramarin? Alors, je commencerai par faire un point sur la délégation générale à l'Outre-mer à la mairie de Paris, donc, qui est une direction de la ville mise en place sous l'autorité du maire de Paris et donc, dont je suis la déléguée. Et cette délégation donc, qui se trouve au sein de l'hôtel de ville permet d'avoir une représentation officielle et a sous sa responsabilité le centre municipal d'accueil et d'information des originaires d'outre-mer, 25 rue Léon Froh, où vous vous trouvez aujourd'hui. Et ce lieu et son équipe, puisque c'est une équipe assez conséquente, qui intervient sur un certain nombre de problématiques. Alors, la question des jeunes, la question de l'emploi, du logement, de l'action sociale, de la création d'entreprises, et donc aussi des questions juridiques, puisqu'ici, il y a une avocate dédiée aux questions qui peuvent tout particulièrement intéresser les Outre-mer. Il y a aussi un accueil psychologique sur les questions de parentalité et d'accompagnement des familles et des enfants. Donc, pourquoi ce choix? C'est parce qu'il y a aussi la nécessité de balayer un petit peu les grandes questions sociétales, mais par le prisme des Outre-mer. D'aucuns se posent souvent la question de savoir pourquoi une délégation générale Outre-mer, pourquoi un centre municipal d'accueil et d'information. J'ai envie de dire que, par l'exemple, votre présence démontre le pourquoi. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des questions de décrochage au moment de la réussite au baccalauréat et de difficultés à reprendre le collier pour se préparer à traverser les 10 000 km qui séparent souvent les universités, les choix que vous faites dans le cadre de vos études. Il y a la nécessité pour un certain nombre d'entre vous de se diriger vers la métropole. Donc il faut qu'en métropole, il y ait comment dirais-je, un écho à vos attentes, et le CMAI, par la mise en place d'un certain nombre de dispositifs, vous permet de trouver cet écho et donc de trouver une plateforme d'accompagnement, d'écoute et d'information en lien avec vos propres mobilisations sur vos territoires. Voilà pourquoi, voilà ce à quoi sert le centre municipal d'accueil et d'information et la délégation générale à l'Outre-mer qui, par le biais des conventions passées avec les délégations et les régions d'Outre-mer, relaie ces mobilisations.
Et dans ce contexte général d'accompagnement et de soutien, tant que c'est possible, à ce public ultramarin, vous, par rapport à votre propre positionnement, puisque vous êtes aussi issu des territoires d'outre-mer, quel est votre positionnement et qu'est-ce que vous auriez à dire à ceux qui pourraient peut-être s'inspirer de votre parcours? Oh, vous savez, mon parcours, il est assez classique. Hein. Il est le parcours... alors, je ne sais pas si je peux dire ça sur d'une migrante, quelque part. Hein. Moi, je suis née à la Martinique. Je suis venue par la volonté de mes parents en métropole. Je suis allée aussi en Afrique, où j'ai vécu enfant et où je me suis aussi engagée en tant qu'adulte, hein, où j'ai travaillé. Voilà, je travaille à la mairie de Paris depuis plus de 15 ans maintenant. C'est le parcours classique d'une personne qui a eu à se poser la question de savoir qui suis-je. Et j'ai envie de dire, je crois qu'il y a dans quelle étagère. Donc, et à partir de ces questions-là, de se saisir des opportunités. Vous disiez, je crois tout à l'heure, qu'il ne faut pas toujours se dire que l'information doit venir à nous, mais allons chercher l'information, allons chercher les moyens et positionnons-nous sur ce que nous souhaitons pour nous-mêmes et nos propres engagements. Et je crois que ce qui nous caractérise, nous les Outre-mer, mais tous ceux qui ont eu à traverser la mer d'une manière ou d'une autre, et qui caractérise aussi, je voulais dire, vos parents. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à dire que les ultramarins, pour reprendre cette expression, sont un peu passifs, sont un peu en retrait, ne sont peut-être pas si engagés que ça dans la vie citoyenne, enfin ceux de métropole. Mais non, parce que les parents, vos parents, qui ont fait qu'aujourd'hui vous êtes des étudiants brillants et vous êtes aujourd'hui des gens qui avaient des postes aussi, c'est parce que ces parents-là se sont posés des questions pour vous et ont fait des choix. Alors peut-être parfois on fait des choix de carrière peut-être modestes, parce qu'ils ont préféré être là pour soutenir leurs enfants, pour les accompagner. Ils se sont posé la question de cette métropole où j'arrive, si je n'en ai pas forcément tout de suite les codes, je suis au moins présent pour que mes enfants puissent s'adosser. Et aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes parce que ces parents-là ont fait des choix. Et pas forcément des choix par défaut, de vrais choix, d'être présent, d'être là, de vous accompagner et d'être sensible à vos attentes. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler. Et c'est très important pour moi de rappeler qu'aujourd'hui, cette génération-là, elle doit aussi à la lucidité des parents d'être ce qu'elle est. Donc, au niveau des multiples opérations mises en place, on a celle qui nous fait nous retrouver aujourd'hui, hein, l'opération FFE Outre-mer, donc réalisée donc sur plusieurs territoires. Donc Emmanuela, tu es avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Donc alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce dispositif, le FFE Outre-mer, en quelques mots, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire dessus? Donc le FFE Outre-mer, un dispositif qui est là pour dire à nos chers cadets qui sont les jeunes qui sont en train de passer le bac à ce moment, donc on leur envoie un gros big up pour leur dire que nous les plus grands qui sont déjà passés par cette situation, que nous sommes là, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et on espère sur les autres départements pour, à travers les partenaires, les institutions, répondre à leurs besoins, répondre aux questions auxquelles ils se posent en termes de logement, peut-être en termes de comment s'adapter à un nouvel environnement, au niveau des études, que ce soit en Île-de-France, dans les provinces ou ailleurs, qui veut dire dans le monde en fait, que nous sommes là pour répondre à ces questions par le concours des partenaires comme l'AGEC qui est là avec nous cette année. Et en gros, c'est ça, le cœur même de ce dispositif, c'est les échanges interétudiants où nous, les étudiants, jeunes professionnels qui retournent au pays, viennent partager cette expérience avec nos chers cadets qui sont en train de passer leurs examens. Sur les différents continents, durant l'année, donc il y a des formes de recrutement qui se font pour ceux qui reviennent au pays pour échanger. Exactement, donc justement c'est ma tâche cette année d'être en relation avec les étudiants qui sont des départements d'outre-mer, de collaborer avec eux, de leur parler, de leur dire si tu retournes au pays, passe par l'inscription sur le site internet, et de tout simplement revenir au pays, partager ton expérience en passant par moi bien sûr.
et aussi par l'association Outre-mer Connexion Internationale qui est sur Paris. Et voilà, relayer ton information et par nous, en tant qu'intermédiaire, partager ton expérience avec ceux qui vous attendent là-bas. De ton côté, Manuela, tu as été aussi, tu es engagée au niveau associatif depuis un moment. Toi-même aussi, à certains moments, je crois, participé à des mouvements importants, hein, notamment, je crois, à l'Université des Antilles de la Guyane, après une période assez difficile par rapport à la violence. Je crois aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, quel est le sens de ton action et qu'est-ce que tu aurais à dire à tous ces jeunes qui peut-être pourraient être motivés par ce qu'ils voient que tu réalises? C'est vraiment un état d'esprit, c'est se dire que on fait nos études, voilà, on est jeunes professionnels, mais avec cette expérience-là en tant qu'étudiant, surtout pour moi, apporter sa patte dans sa société, donc quel que soit là où on est, et qu'il y a des choses à faire, qu'on a des gens qui peuvent nous aider, qu'on peut créer une équipe. En prenant l'exemple du combat qu'on a mené en tant qu'étudiants guadeloupéens suite à la violence qu'on subissait sur le campus, ça a été vraiment une belle expérience de pouvoir collaborer avec la région Guadeloupe, avec les mairies qui sont proches de cette université et aussi les autres étudiants pour pouvoir dire que nous on est là et qu'on est fatigué avec ce qu'on peut dire un fléau quand même, la violence ici en Guadeloupe et je pense dans les autres départements. Et que c'est bien de se réunir, de mettre un peu notre énergie, notre force ensemble pour pouvoir faire avancer les choses, que montrer aussi que nous, les jeunes qui subissons un peu ce qui est la violence et les autres problèmes ici en Guadeloupe, qu'on peut faire des choses, qu'au fur et à mesure, que ça va s'agrandir, que les gens vont être sensibilisés, que ça va faire un gros événement, une grosse équipe en fait, et que je pense qu'on pourra régler certaines choses par la suite. Voilà. Dans tous les cas, félicitations et bon courage pour tout ce qui reste encore à faire dessus. Est-ce qu'il y aurait, par rapport aux partenaires qui soutiennent ou encore tout simplement aux jeunes volontaires qui sont à tes côtés dans le cadre de cette opération, est-ce qu'il y aurait un message à leur donner par rapport à tout ce qu'ils organisent en ce moment? Comme on va leur dire, force, et que c'est bien ce que vous faites, que pour ceux qui ont envie justement de nous rejoindre, n'hésitez pas. On est présent sur les réseaux sociaux, on a un site internet, on a aussi d'autres associations qui sont avec nous, la GEG est sur Paris, la GEG est avec nous en Guadeloupe, au FFEDI et aussi au Beach After School. N'hésitez pas de rejoindre n'importe quelle organisation qui sera avec nous ou qui pourront nous rejoindre par la suite. Et voilà, on pourra vraiment faire de bonnes choses. C'est ce qu'on est en train de faire, continuer par la suite et agrandir le réseau. Voilà, c'est ça en clair. Et en conclusion donc, de ce plateau, qu'est-ce que vous auriez à dire non seulement à vos collègues, ceux avec qui vous mettez en place toutes ces opérations, mais aussi à tous ces jeunes qui auront peut-être un jour la possibilité de bénéficier de ce que vous mettez en place? Tout simplement, je dirais qu'il faut qu'on puisse pouvoir coordonner toutes les actions ensemble parce qu'il y a énormément d'aides qui existent pour les jeunes aujourd'hui et malheureusement, les jeunes ne vont pas vers l'information et ils attendent que l'information vienne vers eux malheureusement. Mais aujourd'hui, la GEG est là et travaille, que ce soit avec la région Guadeloupe ou encore avec le CMAI ou avec d'autres associations et d'autres partenaires. On est là pour apporter l'information aux jeunes et pour lui dire que non, tu n'es pas seul. Et comme disait précédemment le jeune réunionnais, tu n'es pas le premier Guadeloupéen, Martiniquais ou Polynésien qui arrive sur la France hexagonale. Et donc du coup, il y a des choses qui sont là et qui sont là pour t'aider. Tu as un référent qui est là et qui est indemnisé, parce qu'ils reçoivent quand même une indemnisation de la région Guadeloupe. Il est là pour travailler pour toi. Tu as aussi la région Guadeloupe qui est là pour t'apporter une information. Si tu as besoin, ils sont là pour te soutenir. Tu as aussi les différents locaux du CMAI qui sont là pour t'accueillir si tu as besoin d'une aide bien spécifique. Il y a quelque chose qui est ici, qui existe, et il faut qu'on arrête de faire croire qu'il n'y a rien pour les ultramarins en France hexagonale. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Donc il y a de quoi. Maintenant, il faut transmettre l'information. En tous les cas, ça a été un plaisir de vous accueillir pour ce plateau. On rappelle que nous avons été au travers de tous ces tableaux de cette émission FFE Outre-mer avec non seulement la Polynésie, mais aussi la Désirade, une petite dépendance, dira-t-on, de la Guadeloupe, ainsi que la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Et c'est avec plaisir qu'on se retrouvera pour notre prochain numéro. À très bientôt. Savent guérir sauvage, savent ni chômage, savent.
En vrai famille, en vrai amis, qui parti en bas là, pour yo travail pour faire étude. Yo jamais la mais là, anniversaire est fait en famille, du coup yo pas jamais là. C'est peut-être moi qui n'y a problème entre moi et la mais là.